Et nouvelle séance de kanji. On reprend à partir du kanji numéro 333. Le voici. D'abord, on a le chapeau haut de forme. En dessous, on a une bouche bien carrée. Et en dessous, la couronne. Hop. Tout en bas. Voilà. Je vais le refaire. Tout en bas, on a le clou. Voilà. Ce kanji-là, bon, il n'est pas super courant. C'est un pavillon. Dans le sens, pas le pavillon de l'oreille, mais un bâtiment. Hein. Donc, Tei, Tin comme prononciation, souvent Tei d'ailleurs. Je vous avoue. Ouais. Oui, Ryotei. Ok. Ryotei, ouais, c'est le Ryo de Ryori. Hein, Ryotei. C'est un établissement assez cossu, traditionnel japonais. Donc ça existe. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas si souvent que ça. Donc, quelle petite histoire mnémotechnique on va se mettre? Alors oui, donc vous savez, en bas, hein, c'est le clou ou le croisement de rue. Hein. Vous choisissez un des deux. Et donc, il y en a un qui dit « Le pavillon est le plus grand, le plus haut bâtiment qui couronne la rue. Hein, » parce qu'avec, il y a la couronne et la rue. Et en haut, ça ressemble beaucoup à « takai » qui veut dire « élevé ». Là, je vous le remets, « takai ». Voilà. Ouais. Moi, je crois que je m'étais fait une histoire... Je crois que je m'étais fait une histoire comme quoi j'avais pensé... C'est un truc un peu tordu. J'avais pensé à l'exposition universelle de 1900 je sais pas quoi à Paris. Et du fait que les têtes couronnées allaient visiter les différents pavillons de l'exposition au coin des différentes rues. Je crois que je m'étais fait un truc comme ça pour essayer de le mémoriser. Donc celui-là, bon, je trouve que c'est pas le plus facile. Le suivant, c'était le 333. Le suivant, en revanche, n'hésitez pas dans le chat et dans les commentaires d'ailleurs en replay à partager vos histoires mnémotechniques, c'est toujours sympa. Notamment quand c'est bien tordu. Le suivant, bon, il va vous dire quelque chose. Suivant. Le chapeau de forme. La bouche. Et petit. Et ça, c'est le Kyo de Tokyo. Miyako en lecture Kun, la capitale. La capitale. Là où Kyoto, c'est la ville capitale, littéralement. Ah, vous voyez, regardez le Nankin, hein, qui est une région de Chine, au sud. C'est Nankin. Une prononciation un petit peu plus atypique, hein, parce que très souvent c'est Kyo, Keikin, c'est plutôt quand on va aller chercher des dérivés de prononciation chinoise, quoi. Comme par exemple dans un nom propre de chinois comme ça. Mais Miyako, c'est pas un mot si rare que ça. Donc là, on est sur un kanji, voilà, vous allez l'apprendre naturellement assez vite, celui-là, parce que Tokyo, quand même, ça va vite venir dans vos leçons. Donc celui-là, je vous avoue, je n'avais plus d'histoire mnémotechnique en tête pour moi, parce que je l'avais trop vu, donc j'avais bien le sens. Mais on peut faire éventuellement un parallèle entre le fait que c'est élevé et que c'est petit. Peut-être que dans la ville capitale, je pouvais vous dire que les gens ont l'air tout petits quand on les regarde depuis les buildings qui sont tout en haut, hein, parce que ça ressemble toujours à Takai, ici en haut. Takai. Coucou Lilou Dallas, dans le chat, comment tu vas? Regardez, ouais. La capitale domine, hein, elle est très grande, les buildings de la capitale dominent les petites villes alentours. Ça peut être sympa, ça.
Ah, je trouve que ça marche bien celui-là. Pour le Kyo de Tokyo. Et alors, le suivant, il utilise la clé de l'eau, Sanzui, là, que vous voyez là, ces trois traits-là, à gauche. Et sur la partie droite, on a la capitale. On vient juste d'apprendre. Hop, hop, et voilà. Ce kanji-là, il veut dire la fraîcheur, le fait d'être au frais. Suzushi, Suzushi, ah, Suzushi, c'est ce que vous allez vous exclamer au Japon en été quand vous rentrez dans un endroit climatisé où vous avez un ventilateur après avoir souffert de l'affreuse chaleur estivale. Tiac, tiac, je vous le remets, hop, voilà. Hein, Suzushi, Suzushi. Makotoni, ah oui, Hiyasu, bon, ça c'est vraiment des... Tout ça c'est des prononciations qui existent mais qui sont quand même vachement plus rares pour ce kanji. Et Ryo, je suis pas sûr de moi-même connaître. C'est Ryo, ouais, rafraîchissant. Vraiment la plupart de l'usage le plus courant de ce kanji c'est pour ce mot-là. Hein. Ah, Suzushi, Kimochi, comme c'est agréable quand il fait frais. Rafraîchissant. Et effectivement, là, moi, je suis pas allé chercher plus loin que cette histoire-là. Quand je m'étais fait une histoire mnémotechnique, c'était le fait que, en été, la chaleur dans la capitale, c'est étouffant et que on va se mettre au bord de l'eau pour se rafraîchir. Quand on est au bord de l'eau, c'est beaucoup plus rafraîchissant. Je pense que vraiment, c'est une histoire qui peut marcher pour à peu près tout le monde. Oups. Voilà. Le suivant, on va continuer avec nos histoires de ville capitale. Cette fois-ci, on aura en haut le jour, le soleil. Et en dessous, notre capitale. Je dessine de moins en moins bien. Mais c'est pas grave. Il est là. Il est là. Et ça veut dire un paysage, une vue. Hein, une vue extérieure. Panoramique si vous voulez. Scenery en anglais. Une belle vue. La prononciation elle est simple, c'est kei. Après, on voit que dans des composés, parfois, il peut changer un petit peu. D'ailleurs, ils n'ont pas mis le mot le plus courant avec ce kanji, qui est d'ailleurs une lecture un peu irrégulière pour ce kanji, puisque normalement, il se prononce kei, comme dans haikei, que vous voyez dans les courriers, au début des courriers. Bref. Et le mot auquel je pense, c'est keshiki. Voilà, keshiki, littéralement la couleur de la vue, la couleur du paysage. Ça veut dire, ça utilise ce kanji, mais dans ce cas-là, c'est un ke court, c'est pas ke ici. Et je crois que moi, je m'étais fait une histoire toute simple où, non, je crois que j'avais pensé à Evangelion. Oui, un panorama, tout à fait, Lilo. J'avais pensé à Evangelion, les scènes, notamment, on voit le panorama sur la ville de Tokyo 3 au moment du coucher de soleil. Donc j'ai pensé au soleil qui descend sur la capitale et qui fait une vue absolument incroyable. Voilà, vous pouvez penser à une ville capitale que vous aimez bien et à un beau coucher de soleil. Vous vous dites que c'est une magnifique vue. Ouais, tout le monde a à peu près mis la même histoire. Hein. Il y en a un qui se l'est fait avec Pékin, hein, qui a pensé à Beijing, parce que Beijing, c'est écrit comme ça. Non. Ah, voilà. Pékin en japonais, c'est écrit comme ça. Beijing en japonais, c'est écrit comme ça.
ça utilise le symbole de la capitale. Pékin et Nankin. Pékin au nord et Nankin au sud. Ah, je vois qu'ils sont encore désactivés. Décidément, aujourd'hui, il est pénible. C'est pas grave. Donc, au niveau de l'histoire, de toute façon, je vous ai rien dit de plus que l'histoire que j'avais moi. Alors, le suivant, il est coton et franchement, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi Heisig a choisi de le mettre dans sa méthode parce que je pense pas du tout que ce soit un Joyo Kanji. Mais c'est pas grave. On va y aller. On a une petite centaine comme ça que Heisig a décidé de mettre dans son bouquin. Hop. Là, on a la clé du poisson. Ok. Sakana. Et à droite, on a, vous l'aurez compris, la capitale. La capitale du poisson. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? Voilà. Eh oui, Lilou, c'est la baleine. Kujira. Ah si, c'est quand même un Joyo Kanji, Kujira. Eh ben, quand même. C'est bizarre, vraiment, ils ont choisi que certains poissons, certains animaux auraient le droit à être... Vous voyez, par exemple, la fraise. La fraise, ça n'est pas un Joyo Kanji. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais la baleine, c'en est un. Ok. Donc, Kujira, un peu comme Godzilla. Là, c'est Kujira. Ou gay, comme dans... C'est quoi déjà? Non, c'est pas ça. Ah, j'ai oublié comment on disait la chasse à la baleine. Peut-être que je vais le voir là. C'est gay quelque chose. Je vais essayer de me le rechercher là. Gay quelque chose. Kujira. Gay niku. Kujiraza. Non. Peut-être Rogue, je sais plus. Ah voilà, Rogue. Tout à fait, Rogue. Je m'en souvenais, mais j'avais un peu oublié le kanji un instant. Donc, bon, là c'est du élaboré. Mais vous pouvez vous faire des histoires un petit peu sympa quand même avec ce kanji, avec l'idée que peut-être que comme c'est un mets raffiné, la viande de baleine, qui est toujours chassée au Japon malheureusement, vous pouvez vous dire que peut-être, voilà quoi, c'est un mets raffiné qui n'est disponible que dans la capitale, quelque chose comme ça. Ah, si les poissons étaient des villes, la baleine serait sans doute la capitale, effectivement, parce que c'est la plus grande. Oui, ça c'est l'exemple typique d'erreur à pas faire. Là, Dakoina, elle a mis When you're saying a whale is just a fish, you're making a capital mistake. Vous faites une erreur capitale. Mais sauf que si elle retient comme ça, elle va retenir que ça veut dire capitale dans le sens important et pas dans le sens la capitale d'une ville. Et donc, c'est pas bon pour la mémorisation. C'est en fait des sens simples. Capital fish, alors qu'il y a des capital ships. Intéressant. Bref, Kujira, qui est donc un Joyo Kanji. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, donc on va avoir un nouveau petit composant dans un nouveau petit kanji. Donc, d'abord, on va avoir le parapluie, et en dessous, on va avoir ce nouveau composant que Heisig dénomine comme un pot en terre cuite. Il y a de la terre, et en dessous, j'ai une bouche. Voilà. La terre, la bouche, ça fait le pot en terre cuite. Pourquoi? Je sais pas trop. Et tout ça, tous ensemble, ça nous fait... Donc ça n'est pas le truc là qui m'a choisi là. Il me l'a pas bien reconnu, tiens.
Peut-être fait une petite erreur de tracé. Pas grave. On l'a ici. C'est le cottage, la maison de campagne, la hutte, la petite maisonnette. Voilà. Et donc le mot qu'on voit pas ici, voilà, ils nous mettent koisha pour dire la résidence officielle, ok, ça marche, ou heisha qui est les baraquements des soldats. Ah oui, châté. Ouais, j'avais complètement oublié ce mot. Et vous voyez, hein, tous les exemples qu'on a, c'est qu'avec la prononciation chat. Franchement, la prononciation seki, ça me dit trop rien. Ça me dit pas grand-chose. Anyway, on va du coup regarder du côté des petites histoires. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire pour ce cottage? Ah oui, j'avais pensé à... Attendez, c'est tordu, hein, au film Raison et Sentiment de Ang Lee, dans lequel joue... excellent film, dans lequel il y a Emma Thompson et Kate Winslet, c'est un film des années 90, et une adaptation de Jane Austen, et ces deux jeunes femmes qui se retrouvent avec leur mère à aller habiter dans un petit cottage dans la campagne anglaise, et souvent il pleut dehors. Et donc j'ai pensé, voilà, au cottage, avec le fait qu'elles étaient dans leur petite ferme dans laquelle, leur petite maisonnette dans laquelle elles avaient des pots en terre cuite, et que comme dehors il pleuvait toujours, elles devaient toujours sortir avec leur parapluie. Voilà, c'était la petite histoire que je m'étais fait, mais c'est pas évident. Donc, vous verrez le terme là, donc le pot en terre cuite là, le mot utilisé c'est leaded crock, ce qui est assez pénible parce que vraiment crock c'est pas du tout un mot courant en anglais. Donc il y a eu quelques choix, je trouve, un petit peu discutables par Monsieur Haïsik sur certains mots-clés. Je pense qu'il aurait dû faire il y a des façons plus simples de dire un petit pot. Lui dit qu'il y a du cottage cheese dedans. Ok, rigolo. Là, qui ont mis le sens de dirty hole. Ah oui, parce que c'est une bouche, un orifice dans le sol. Ça peut marcher aussi. Si l'histoire du pot en terre cuite, ça marche pas pour vous, vous pouvez vous faire l'idée du trou dans la terre. Ça peut marcher aussi. Ouh, je vous ai spoilé le suivant. Donc, next one. Hop. Ouh, c'est mal fait, mais c'est pas grave. On a ce grand composant dont j'ai oublié le sens d'ailleurs. Ah, il avait mis le sens de... Le casque. Ok, pourquoi pas. Donc, ensuite, j'ai mon pot en terre cuite qui est là-dessous. Et il est là. Et ce kanji-là, alors, c'est pas la semaine, Lilou. Bientôt. On va d'abord commencer par un élément qui compose le kanji de la semaine, qui est la circonférence, les alentours. Hein, la circonférence, quand vous faites le tour de quelque chose. Shu mawari, mawaru, tourner, tout à fait. Le tour de quelque chose, faire le tour de quelque chose. Hein, shui, les environs. Enshu, mawari. Ça va être quoi? Mettre du N2, ouais, je l'aurais limite vu en N3 celui-là, puisqu'il se voit quand même beaucoup. Soit. Quelle petite histoire on va avoir avec celui-là. Hop. Tiens, je suis passé déjà sur la semaine, moi, n'importe quoi. Voilà, la circonférence. Tiens. Ouais, les gens sont pas tous d'accord. Donc l'idée du casque. Ah, pouvez-vous dire que si votre pot en terre cuite, il a la même circonférence que votre tête, ça peut vous servir, vous pouvez vous en servir comme d'un casque. Je l'aime bien celui-là.
Je l'aime beaucoup celui-là. Et donc, effectivement, ce kanji, on s'en sert pour écrire la semaine. Donc aussi un kanji qu'on voit assez tôt. La différence, c'est qu'il y a la clé du chemin qui s'ajoute. J'ai souvent des misères. Ah, si, il m'a quand même reconnu là. Issu quand même pendant une semaine. Donc là, on est sur du 24, clairement. C'est très accessible. Shuake. Ake, que vous voyez comme ça, là, ça veut souvent dire le début d'une période dans le temps. Comme dans Yoake, c'est l'aube. Ce genre de choses. Voilà. La semaine. Donc la circonférence, le chemin, la semaine. Ok. Peut-être vous pourrez vous dire, ça va me prendre une semaine de faire tout le tour du pays à pied, de faire de parcourir toute la circonférence de quelque chose comme ça. Ouais, vous pouvez peut-être imaginer peut-être une randonnée que vous avez fait, pas forcément une randonnée qui a duré une semaine, mais qui a duré un certain temps, et vous pouvez vous dire que ça aurait pu mettre une semaine si vous aviez fait tout le tour. Ensuite, alors le suivant, c'est un super kanji et un super composant. Vous allez me dire, mais on l'a déjà vu, c'est la Terre. Que nenni, les amis. Ceci n'est pas la Terre. Ceci est un chevalier ou on va dire, une personne noble. C'est le chevalier dans le sens d'une personne noble, pas quelqu'un qui est sur un cheval, mais un gentleman, si vous voulez. Le mot-clé d'ailleurs choisi par Heissig, c'est gentleman. Également samouraï. C'est pas le seul kanji qui se prononce samouraï. Généralement, on va plutôt utiliser un autre. On va plutôt utiliser celui-là, mais celui-là peut aussi s'utiliser. Mais ça veut bien dire samouraï, guerrier, enfin cette idée de chevalier, c'est un chevalier noble, si vous voulez, notamment avec le mot bushi. Les bushi, c'est les... Il nous l'a pas mis là, quand même. C'est quand même... Voilà, bushi, le bushido, la voix du guerrier, les bushi, les samouraïs, ça s'écrit avec ce chi-là. Et donc, la différence par rapport à la Terre, c'est quoi? Eh bien, je vais vous montrer les deux côte à côte. Voilà, et ça va devenir clair pour vous. Pour le samouraï, le gentleman, le guerrier noble, c'est les bras qui dépassent. Et pour le sol, la terre, c'est le sol qui dépasse. Donc vous pouvez vous dire, si c'est les bras, si c'est le petit personnage là qui est sur le sol, avec ses bras en croix là, c'est le personnage qui est important. Sinon là, dans celui-là, c'est la terre qui est importante. C'est ça du coup, ça vous permet éventuellement de les distinguer. Mais ils se ressemblent. Ils se ressemblent. En revanche, ils s'utilisent pas de la même façon en tant que composant, pardon. Donc, on les confond pas trop en tant que composants, je trouve. Même s'ils s'utilisent pas exactement au même endroit sur les kanji. Alors, est-ce qu'il y a eu des petites histoires là? Le gentleman. Alors, un homme sur 10 est un gentleman. Ok. Ce terme de gentleman, je suis pas dingue, parce que c'est vraiment le terme gentleman, pas dans le sens de quelqu'un qui est galant. C'est vraiment dans le sens de c'est un noble. C'est un guerrier noble qui a du pouvoir dans la société. Donc c'est vraiment le sens du chevalier
chevalier moyenâgeux, si vous voulez. Hein? Donc on va peut-être se dire que c'est un samouraï. Voilà, le samouraï. Et alors, le samouraï, il nous fait un composant, enfin un composé intéressant là, puisque on peut le mettre aussi avec la bouche. Hein. Vous savez, tout à l'heure, quand on a fait notre pot en terre cuite, on avait utilisé la terre là. Donc ce trait-là, là, en dessous, il était plus grand que le trait ici. Là, c'est l'inverse. Donc on a bien notre chevalier servant, notre samouraï, et en dessous, on a la bouche. Ok? Est-ce qu'il me l'a reconnu? J'ai pas l'impression, c'est pas grave. Voilà. J'ai mis le premier mot qui me venait. Et ça veut dire la bonne fortune, la chance. Hein. Donc sa prononciation, ça va être Yoshi en kun. Vous reconnaissez une étymologie parallèle avec Yoi, Yosh. Hein. C'est quelque chose de positif, quelque chose de bien. Et ces prononciations on qui vont être kichi ou kitsu. Par exemple, quand vous tirez des mikoji, des omikoji, donc des petits billets qui vont vous donner la bonne fortune dans un temple, ou dans un sanctuaire plutôt au Japon, vous espérez obtenir un daikichi, c'est-à-dire un grand bonheur, enfin une grande chance, c'est écrit comme ça, daikichi, pour avoir, voilà, ce qui est assez rare. Et donc voilà, kichi ou kitsu. À ne pas confondre avec notre fameux pot en terre cuite qu'on a vu tout à l'heure. Je vous rappelle, tout l'intérêt de cette méthode, c'est d'apprendre en même temps des choses et de façon logique, des choses qui parfois peuvent se ressembler, parfois peuvent utiliser des composants similaires. Comme ça vous aide à les distinguer. Excusez-moi. Pardon. Je vais avoir beaucoup de choses à enlever en édition après. Donc, un vrai samouraï gentleman va toujours dire bonne chance à ses adversaires avant un match. Et il dit ça avec sa bouche. Ben, ça marche bien ça. Ouais, vous pouvez vous dire ça. Ouais. Imaginez un combat un combat très fair-play entre deux samouraïs qui se disent bonne chance. Ça peut marcher. Ok, celui d'après. Alors, là, on va avoir... Ça va un peu plus faire appel à vos souvenirs, là. Ça vous évoque la tortue qu'on avait vue il y a quelques temps. Plutôt la moitié de la tortue. Hein. Hop, hop, hop. Hein, la tortue, j'avais l'équivalent sur la droite. Et là, à droite de cette tortue, j'ai mon samouraï gentleman. Voilà. Hop. Ah zut. Donc, ça veut dire robuste. Ah tiens, il se prononce sakan, lui, je savais pas. Parce qu'il y a plein d'autres façons de dire sakan. Donc ça va être plutôt le so, là, cette prononciation so, on est sur du N1, hein, on est sur... C'est un kanji, qu'est-ce qu'il y a? Sodai, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Sodai, na. C'est avec celui-là? Ouais. Sodai. Qui n'est pas listé d'ailleurs. Hop. Qui veut dire, waouh, majestueux. Donc il y a cette idée de, voilà, c'est quelque chose de robuste, quelque chose de solide, c'est quelque chose d'imposant, qui impose le respect. Et donc, quelle histoire je m'étais fait avec celui-là? Parce que je ne me vois pas si souvent que ça, celui-là. Je crois que c'était, je m'étais dit que le... Ah, mais il y a Momotaro, non? C'est lui, Momotaro, qui...
qui a une histoire... Ah non, c'est Urashima Taro, pardon. Urashima Taro, il était sur une tortue. Donc, si vous êtes un peu familier de cette histoire folklorique, je vous avoue, je la connais pas très bien, d'ailleurs, j'avais confondu avec Momotaro. Bah, c'est une bonne occasion parce que ça peut vous donner un moyen mnémotechnique pour retenir ce truc-là. Moi, je crois que je m'étais fait une histoire un peu banale où c'était juste un samouraï qui se baladait avec une carapace de tortue sur le dos. Hein, vous voyez, en plus, vous voyez là le samouraï sur son dos, là, derrière, enfin, verticalement, là, s'il regarde vers la droite. Vous pouvez voir qu'il a une carapace de tortue bien robuste qui lui permet de se défendre en cas d'attaque. Alors, le suivant, qu'on voit un peu plus souvent que ce saut pour robuste, je trouve, et qui lui ressemble beaucoup. Vous avez en haut la clé des plantes, des fleurs, et en dessous, vous avez ce truc robuste. Ça a la même prononciation que le saut qu'on vient de voir, ça se prononce saut, hein, comme souvent. Des kanji qui se ressemblent beaucoup ont régulièrement la même prononciation. Et ça veut dire une villa, c'est-à-dire une belle résidence, un truc un peu luxueux, un peu joli. Donc voilà. Eh, coucou Yggdrall, ça fait hyper longtemps là. Konbanwa, t'es au Japon là? Tiac. Donc, on peut se prononcer chaud. Le mot auquel je pense, ils ne l'ont pas mis là, c'est besso, hein, pour dire la villa de quelqu'un. Besso, la maison de vacances. Oh tiens, ça veut... Ah en... ça peut, en langage très familier, ça peut aussi vouloir dire la prison. C'est drôle quand même. Quand vous dites quelqu'un qu'il est allé à la villa, ça veut dire qu'il est en prison. C'est drôle. Donc ce saut là, la villa. Les fleurs de ma villa sont robustes. Ouais, pourquoi pas. Quelle histoire je m'étais fait? Moi, je crois que je m'étais juste dit que toujours avec mon samouraï avec la tortue dans le dos, là, la carapace de tortue dans le dos, le fait il avait eu tellement de succès, il était tellement puissant, respecté, qu'il avait une magnifique villa avec plein de fleurs de cerisier, des choses comme ça. J'avais vraiment imaginé une vue typique japonaise avec des pétales de cerisier sur une vieille maison, quelque chose comme ça. Je m'étais dit que c'était une belle villa. Et des fleurs robustes pour décorer la maison de vacances. Ouais. Ça peut marcher aussi, ça. Et ensuite, le dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est un kanji, probablement N4, voire N5. Donc on a notre samouraï gentleman. En dessous, on a la couronne. Et en dessous, les deux jambes. Et ça veut dire vendre. Et oui. Sa prononciation on, c'est buy. Et d'ailleurs, l'achat-vente, hein, ça se prononce bye-bye. Hein, parce que c'est, hop, vous avez la vente puis l'achat. Voilà. Uru, en version transitive. Donc, vous vendez quelque chose. Kore o urimasu, je vends ceci. Et donc, ensuite, tu as ureru, qui veut dire se vendre. Hein, sous-entendu, bien se vendre. Ah, kore wa ureteru ne. Ça se vend très bien. Donc, qui est intransitif. Ensuite, on a buy, comme prononciation. Ah, baishun, la prostitution, littéralement vendre le printemps. J'adore cette expression. Et donc... alors, qu'est-ce qu'on a? Un samouraï ne vendra jamais sa couronne, sous-entendu son roi, même si on lui coupe les deux jambes. Eh ben dis donc.
J'avoue que celui-là, je m'étais pas fait l'histoire, parce que voilà, vu c'est du N4, c'est un truc qu'on voit assez tôt. Euh, alors, le samouraï victorieux vend des couronnes et des jambes humaines. Ah, on peut imaginer qu'il a récupéré ça sur ses victimes, ça peut être pas mal. Un peu glauque, mais ça marche. Ok. Et du coup, ça va être tout pour cette session.